Dernière table ronde de la journée, elle n'en est pas moins d'actualité. Actualité brûlante, compte tenu des événements de ces derniers jours en Ukraine. Et nous avons choisi de l'intituler « Eurasie, le défi russe », une table ronde à laquelle j'invite à présent à venir me rejoindre sur cette scène Natalia Orlova, économiste en chef chez Alpha Bank à Moscou. Oui, vous êtes ici. Également Tobias Baumann, directeur pour l'Europe de l'Est, du Sud-Est, de l'Asie centrale à DIHK, la Chambre d'industrie et de commerce d'Allemagne. Allô, bonjour. Vous êtes là. Yes. Philippe Pégorier, président d'Alstom en Russie, Ukraine et Biélorussie, également président de l'Association des entreprises européennes en Russie. Bonjour. Vous êtes juste ici. Et enfin Thomas Gomard, chercheur et directeur du développement stratégique à l'IFRI. Bonjour. On va débuter tout de suite cette table ronde donc, sur la Russie et le défi que représente pour elle l'Eurasie avec cette question. Sondage, premier sondage dès le début de cette table ronde. Je vous demanderai donc tout de suite d'aller à vos iPads pour répondre à cette question. Votre activité est-elle affectée par les sanctions contre la Russie? Oui ou non? Vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Voilà le résultat qui s'affiche. Oui à 78%. Alors là, c'est massif pour le coup. Plus de 3/4 donc, des participants dans cette salle considèrent que leur activité est affectée par les sanctions contre la Russie. Et ces sanctions, justement, Natalia Orlova, quel en a été l'impact sur l'économie russe elle-même? Je voudrais dire que, effectivement, si on parle de l'impact, il faut partager l'impact de court terme, donc sur le balance de paiement, sur le balance commercial notamment, puis sur le balance des capitaux, et aussi la question de long terme se pose au niveau des contraintes d'investissement de long terme. Mais je pense que la question très brûlante de court terme au niveau de balance commerciale, est-ce que vraiment ça va pousser la Russie à se diversifier vers la Chine? Donc en fait, les chiffres que je vous montre ici sur ce slide. Vous pouvez voir que en fait, la partie de commerce avec la Chine, ça a déjà augmenté pendant les 5 ans précédents, mais quand même, l'Europe, ça reste le partenaire essentiel pour la Russie, si on regarde la structure d'exportation ainsi que la structure d'importation. Donc, je pense que, en fait, la question de diversification vers l'Asie et la Chine, c'est plutôt la question qui se pose au niveau d'investissements qui vont venir en Russie. Pour l'instant, on ne voit pas quand même beaucoup d'investissements chinois directs qu'on observe. Par contre, les Européennes sont très présents, notamment au secteur automobile, secteur production, alimentation, donc sont plutôt, et notamment les entreprises françaises qui sont très présentes. Donc je pense que cette question pour l'instant ne se pose pas vraiment, à long terme peut-être, mais pas à court terme. Donc on voit que oui, la Russie essaie de diversifier les exportations, mais quand même on part toujours de pays qui exportent 65% d'exportation pétrole et gaz, l'autre 20% les métaux. Donc en fait on ne voit pas vraiment les nouveaux produits qu'on pourrait exporter vers la Chine ou les nouveaux produits qu'on pourrait importer de la Chine. Donc il s'agit vraiment de possibilité de jouer au niveau d'acteurs de commerce, mais pas au niveau de produits. Je pense que la deuxième question qui se pose et qui est liée aux sanctions, donc sur l'autre, la deuxième page, c'est aussi la question dans quelle mesure on est sérieux de reconstruire l'espace ex-soviétique. Donc quand on regarde toutes les républiques, et notamment il y a le grand sujet de l'union douanière avec Kazakhstan, avec Biélorussie. Vous voyez ça au niveau des flux financiers. En fait, c'est surtout la Russie qui a investi envers ce pays, et notamment sur le graphique de gauche, vous pouvez voir qu'il y avait le grand parti investissement qui était lié, venait de Russie en Ukraine.
Donc là, effectivement, ce sont des investissements qui sont en pause. Mais je veux dire, il y a quand même une grande dépendance des pays qui sont hors l'union douanière, les pays comme Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, de Russie, au niveau de flux financiers. Aussi, il faut dire que l'autre lien important entre la Russie et ces républiques, c'est les flux de migration. Donc, en fait, on a le problème démographique, je pense pareil qu'on observe dans les pays développés. De ça, en fait, on voit qu'on paie environ 17 milliards de dollars par an comme les salaires à des migrants. Et il faut aussi voir qu'en fait, la grande partie de ces salaires, ça part vers les pays qui ne font pas la partie de l'union douanière, mais plutôt justement les pays ex-Union soviétique asiatique, d'où on observe la migration, mais qui ne font pas vraiment le but d'expansion financière russe immédiatement. Donc je pense qu'en fait les problèmes russes ils sont quand même profondément internes. Les sanctions, ça a mis ça en lumière. Mais sur l'autre page, justement, je pense que les deux grands problèmes contraintes à la croissance russe qu'on voit, c'est le problème de la manque d'investissement. Vous pouvez voir ici aussi sur le graphique de gauche qu'en fait les investissements c'est en baisse pendant 2 ans. Même si on observe la croissance économique, je dirais que c'est une grande surprise positive quand on regarde les statistiques russes de cette année, que quand même on a une croissance environ 0,7-0,6% peut-être pour toute l'année, mais quand même c'est pas comparable avec les chutes de presque 8% qu'on a observé en 2009. Donc quand même, on a l'économie qui croît toujours, mais c'est l'économie qui croît et qui se base sur la croissance de consommation, pas autant sur l'augmentation des investissements. Et l'autre problème, à mon avis, beaucoup plus important, c'est le problème de démographie. Donc, vous pouvez voir qu'entre début de 1990 et 2010, on a perdu environ 14 millions de jeunes, donc ça veut dire génération qui entre sur le marché du travail, ce qui explique bien qu'on a le taux de chômage qui est de 5%, c'est l'historique minimum pour la Russie, malgré la décélération de la croissance. Donc on a vraiment le problème des contraintes économiques, donc la manque de main-d'œuvre et la manque d'investissement, qui, je pense, posent les problèmes beaucoup plus importants que les problèmes de sanctions, au moins vu de Russie. Parce que, bon, les sanctions, je veux dire, ça, c'est quelque chose... pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça va... disparaître bientôt, mais quand même, il faut aussi diversifier. On parle des sanctions, l'embargo sur les importations sont des sanctions que la Russie a imposées. Donc ça, on peut bien peut-être anticiper que ce ne serait pas prolongé cette année. Au niveau des sanctions financières, il y a de grandes chances que ça va rester sur place, mais ça affecte des banques étatiques. Donc on a toujours le secteur, partie du secteur bancaire privé qui peut continuer à travailler sur les marchés internationaux, quoique c'est devenu beaucoup plus cher, surtout avec les décisions de l'agence S&P d'hier. Mais quand même, je veux dire, le profond souci sur l'économie russe, c'est plutôt le problème de stagnation qu'on voit, et c'est lié à des contraintes de la croissance qui sont internes. Philippe Pégorier, ces sanctions, vous les jugez efficaces ou pas, justifiées ou pas, et surtout quel est leur impact sur les entreprises françaises? Quels sont les secteurs des entreprises françaises les plus exposés à ces sanctions aussi? Bon, justifiées, c'est une chose. Et aux représailles. Disons, efficace, oui et non. Ce n'est pas une réponse de Normand. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Petite efficacité macroéconomique, comme a dit ma collègue. En effet, 75% de la chute du PIB, en gros, c'est quand même la chute du prix du pétrole. Le reste, il y a ce que tu as dit, la chute de l'investissement et les problèmes structurels de la Russie qui sont là depuis un moment. Et puis le reste, c'est les sanctions. Donc en gros, dans les 25%, vous les partagez comme vous voulez, mais en gros, ça fait 10-15% pour les sanctions. Voilà, en gros, hein, ça c'est une chose. Un gros effet, néanmoins, psychologique, sur, donc tout ça en Russie, hein, après je viendrai à l'étranger, un gros effet sur la direction et les politiques russes. Je crois que là, on est rentré, ce qu'on nous parle, c'est localisation, c'est ouverture, ce que tu as dit, donc ouverture de la concurrence aux Chinois, aux Indiens, alors que jusqu'à présent, ils étaient tenus politiquement à bout de gaffe donc, par les autorités russes. Là, au contraire, on leur ouvre la porte. Donc, gros effet avec la Turquie sur les questions. Sur les Turcs, sur les Brésiliens, non, enfin, tout à fait. Et puis, alors, en revanche, je dois dire, malheureusement, aucun effet sur le terrain. C'est-à-dire, ces sanctions
sanctions sont là pour arrêter la guerre, faire pression sur la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine orientale, bon, ça, je crois que c'est assez clair de voir que c'est un échec total. Et pouvoir avoir pensé que des sanctions économiques ou que des oligarques russes pourraient faire pression sur Vladimir Poutine pour cela, c'est une... Enfin, vu de Moscou, c'est idiot. Voilà. Simplement, pour dire les choses très simplement. C'est mal connaître la Russie, en tout cas. Ensuite, il y a un effet quand même dans l'Union européenne. Je veux dire, il y a entre 500 000 et 1 million d'emplois, on estime à l'AEB, entre 500 000 et 1 million d'emplois qui dépendent dans l'Union européenne des commandes russes. C'est ceux qui sont en risque si on continue une confrontation économique avec la Russie. Et puis c'est un effet sur l'Ukraine, parce que des sanctions contre la Russie, c'est aussi des sanctions contre l'Ukraine. Vous avez vu tous les investissements russes qu'il y a en Russie, etc. C'est notamment notamment dans l'industrie qui est très soumise, l'industrie ukrainienne, aux commandes d'État russes. Ce sont ces commandes, évidemment, qui sont en risque en premier lieu. Et la Russie est en train de localiser. Quand on parle de localisation, ça nous touche, nous, mais ça touche en premier lieu aussi, d'abord, l'industrie ukrainienne. Les Russes sont en train de produire sur le territoire les remplacements des industries. Donc ça nous promet beaucoup de joie pour l'économie ukrainienne. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, alors quels sont les secteurs qui sont touchés? Je dirais... Alors, évidemment, on pense à l'agroalimentaire, évidemment. Évidemment. Alors, agroalimentaire, oui, mais attendez, les sanctions russes, parce que si là, on va parler d'agroalimentaire sur les sanctions russes touchent le trade, c'est-à-dire le commerce courant, pas les investisseurs. Ouais. Les investisseurs, ils sont essentiellement touchés par, en fait, les sanctions européennes. Étant donné que l'Union européenne fait 75% des investissements directs étrangers en Russie, des sanctions contre la Russie, ce sont des sanctions contre nous. C'est simple. Donc, contre les Allemands, contre les Français, contre ceux qui ont évidemment des positions importantes. Donc on est globalement le business en Russie, les investisseurs, le business européen en Russie est très mécontent de ces autorités. Il s'estime sacrifié de manière injuste par ces autorités. Je dis injuste parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre boulot. On crée des emplois. En Russie, dans l'Union européenne, en Ukraine, ce sont les mêmes. Hein. Donc on est les mêmes. On crée des emplois, on paye des impôts, pas pour être sanctionné quand même. Et en plus, en Russie, on introduit des valeurs. On introduit les valeurs d'éthique et compliance, de social responsibility, la règle, comment dirais-je, rule of the law. Désolé, c'est plutôt en anglais, mais enfin, c'est pas... Et tout ça, ce sont les valeurs de l'Union européenne. On les introduit mieux que ne les introduisent les ONG, que les introduisent les ambassades ou les gouvernements qui sont en opposition au gouvernement russe, alors que nous, on les introduit avec leur aide. Donc on est assez remonté à Moscou contre nos autorités européennes, qu'elles soient Bruxelles ou bilatérales. Thomas Gomard, vous, ces sanctions, d'abord, comment vous les jugez, à la fois d'un point de vue moral et économique, de leur efficacité? Elles sont différentes, celles prises par l'Europe des sanctions américaines, et quels sont les pays moteurs de ce point de vue-là en Europe? Bon, moi je m'intéresse aux questions de politique internationale, donc pas tellement à la morale, pour tout dire. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut essayer de distinguer la logique de ces sanctions, leur impact et leur efficacité. Sur la logique, elle est très claire, elle a été prise par défaut, ces sanctions ont été prises par défaut parce qu'au fond, c'est le seul outil dont dispose l'Union européenne pour réagir à une situation de vive force. C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir à la base, c'est-à-dire une annexion d'un territoire, prolongée ensuite par une déstabilisation d'une partie de l'Est ukrainien avec des conséquences récentes qu'on continue à observer. Donc on est dans quelque chose de très grave en réalité, puisque ce qui est en jeu, c'est la destruction de l'ordre de sécurité européen né de la Charte de Paris en 1991. Pour dire les choses de manière très globale, je pense que l'Europe est en train de perdre un de ses derniers avantages compétitifs, qui était sa stabilité en termes de sécurité. Et je pense que la gravité de cette situation est encore très sous-estimée, notamment par nos décideurs politiques. Alors il y a toutes les conséquences économiques, et je pense qu'il faut repartir du vrai sujet qui est on a un problème de sécurité de premier plan aujourd'hui au cœur de l'Europe. Donc il y a cette logique avec effectivement des tonalités très différentes, certains pays de manière tout à fait délibérée souhaitant punir la Russie, ce qui est absurde quand on connaît effectivement le personnel russe, c'est-à-dire qu'au fond on a l'opposition entre un modèle de développement alors que les Russes nous parlent de sécurité. Et ce sont deux grammaires qui ne se rejoignent pas. Le deuxième aspect, c'est l'impact de ces sanctions. Alors je rejoindrai Natalia et Philippe. Je pense que cet impact est en fait limité
par rapport à ce qui frappe de plein fouet l'économie russe, c'est la chute des prix du baril, du pétrole. C'est ça le vrai sujet, c'est ce choc de revenus en réalité. Et la rapidité avec laquelle cette chute s'est produite a accompagné la dépréciation du rouble. À cela s'ajoute l'absence de réformes structurelles précédemment mentionnées, mais au fond, on l'a observé, la stagnation du modèle russe est antérieure à la prise des sanctions. Alors évidemment, les sanctions n'améliorent pas les choses et surtout créent un climat de défiance dont se plaignent les investisseurs à juste titre. Puis il y a le troisième sujet qui est effectivement l'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'on observe un changement de comportement du Kremlin depuis que ces sanctions ont été prises. Là, c'est très difficile de répondre, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression d'une agressivité renforcée de la part du Kremlin depuis la fin octobre. Les derniers événements, malheureusement, vont dans ce sens, et je suis assez peu optimiste sur la suite de ce qui devrait se passer. Et il y a un débat entre occidentaux sur cette efficacité, avec effectivement un décalage assez net entre Américains et Européens, pour un secteur très précis qui est le secteur énergétique, sur lequel Américains et Européens n'ont jamais été alignés quand il s'agit de la Russie. Et effectivement, un certain nombre de sanctions, je rappelle qu'elles ont été prises de manière très progressive. Elles sont au départ individuelles et elles ont été accentuées de manière très forte après le MH17 au mois de juillet. Et il y en aura d'ailleurs certainement d'autres après les épisodes qu'on a pu observer ces derniers jours. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a aussi une dialectique qui est en train de se mettre en place entre un courant qui considère que les sanctions, n'étant pas efficaces, comme je l'indiquais, conduisent à un durcissement du régime russe et qu'en revanche, il faut peut-être travailler davantage sur le côté de la sécurité dans un cadre otanien avec ce qu'on appelle des mesures de réassurance. Donc je ne suis pas du tout convaincu que les sanctions soient accentuées de manière ferme dans les semaines qui viennent. To Tobias Bowman now, one of the major actors, probably the strongest, the most vocal advocate for sanctions here in Europe was Germany. And it's very difficult to understand the situation for Germany. In what sectors of the economy are the German companies the most exposed and the most present in Russia? And has it had the sanctions, have they had a negative impact on the German economy that can already be perceived? Well, most present is machinery, of course, car production, as you may assume, and chemistry, electronics, so the classical branches. And if you ask German companies, they say yes, to 60% we are concerned by the sanctions. If you ask what is responsible for the decline of their business, they say other reasons. They say the ruble decline, they say the slowdown in the economic performance in Russia, and the oil price and whatever. So it's a diverse picture, and it's also a question of perception, how you perceive the development. And in that respect, I would agree, and I would say the sanctions are, maybe they come on top of a macroeconomic development which has started earlier already, but they are not responsible for the decline of Russia. I would say what is most efficient or effective in that way are the financial restrictions, of course, but still, what makes refinancing expensive, and that is one of the most given reasons also by German companies, of course. But the world financial market is bigger than Europe and America. So there are ways out of it. They are costly, but there are ways out. Chancellor Angela Merkel was often perceived as probably the Western leaders who knows Vladimir Putin the best, who knows about his intentions. What has changed according to you? And do you explain why she seems to be now the leader that has really taken the lead in the calling for sanctions on Russia? What has changed? Well, we had a very good presentation about trust. And losing trust in a market is one thing, but losing trust in a market and in the government is another thing, and that has changed, I think. We have no cooperative government at the moment in Russia, and all initiatives, even the last initiative calling for a common economic space from Lisbon to Vladivostok, sounded already old-fashioned when you saw the reaction of the separatist forces in attacking Mariupol. So we lost a partner, but this partnership was not cancelled by the European Union, it was cancelled by the Russian leaders. And that is the biggest problem I see.
Une fois qu'on a fait ce premier tour de table, Nathalie Orlova, et qu'on a évoqué donc cette question des sanctions, on l'a bien vu, l'économie russe souffre de difficultés, de maux qui sont bien antérieurs aux sanctions et qui continuent aujourd'hui d'ailleurs de primer largement sur l'impact de ces sanctions. On a évoqué la question du pétrole, la question également du rouble. Vladimir Poutine s'est donné 2 ans pour sortir le pays de cette situation. D'après vous, quels sont les moyens dont il peut se doter pour y parvenir? Et est-ce qu'on parviendra vraiment à enrayer la chute du rouble sans contrôle des capitaux? Écoutez, vu les chiffres, le tableau que je montais, la sortie elle est liée avec les réponses structurelles. Ça veut dire que c'est vrai que pour l'instant, les discussions de gouvernement elles sont surtout centrées autour du sujet quelle partie de fonds de réserve, fonds d'épargne nationale peut être dépensée afin de soutenir l'industrie russe, certaines entreprises russes. Mais ça offre la solution de court terme. À long terme, on comprend bien que le souci, ce n'est pas combien de l'argent on va injecter dans l'économie russe, parce que malheureusement, toutes les injections, que ça vient de l'État ou de les banques étatiques, ça part sous la forme de capital outflow, de sortie des capitaux, et on l'a bien vu, je veux dire, ce n'est pas le sujet de cette année seulement, parce que la sortie des capitaux, c'est commencé en 2010, quand on a été déçu par les taux de croissance, puisque l'économie russe n'a pas pu, après la crise de 2008, revenir à des taux de croissance de 7-8%, on était à taux de croissance de 4%. En 2013, on a vu aussi la croissance de 1% seulement. C'est une raison pourquoi la sortie des capitaux l'année précédente, en 2014, a commencé un peu avant la Crimée. On a vu ça bien via la courbe de taux de change. La pression sur le rouble a commencé avant la Crimée, avant des sanctions, tout simplement parce qu'on a été déçus par les taux de croissance. Et donc, puisqu'on parle des contraintes d'investissement et les contraintes démographiques, bon, les contraintes démographiques, ça prend beaucoup de temps, je veux dire, on ne peut pas les résoudre pendant 1-2 ans, mais les contraintes d'investissement, ça peut être résolu dans les termes relativement raisonnables. Ça passe, pardonnez-moi, par un désendettement, parce qu'on sait que les entreprises russes sont massivement endettées. Est-ce qu'il ne faut pas craindre d'ailleurs un problème de défaut de ce point de vue-là? Moi, honnêtement, c'est pour ça que je fais référence à la sortie des capitaux. Quand on parle des sorties des capitaux, ce sont des capitaux russes qui partent. Ce ne sont pas les capitaux étrangers qui sortaient de Russie à partir de 2010, parce qu'on n'avait jamais les marchés financiers assez larges pour accumuler un tel investissement étranger. Donc, c'était les capitaux russes. Donc, il s'agit plutôt de couper cette sortie afin de créer les sources de croissance internes qui pourront intéresser les entreprises russes. Philippe Pégorier, d'après vous, d'où viennent les problèmes? On les a identifiés, hein, des chocs effectivement externes. Il y a aussi des problèmes internes à la Russie. Est-ce que d'après vous, l'investissement, par exemple, peut être relancé? Pourquoi est-il si affaibli aujourd'hui? Est-ce que la consommation peut, à son tour, être le deuxième pilier qui ferait un jour défaut à l'économie russe? Je dirais un mot, juste pour compléter. Oui. On parle de la sortie des capitaux russes, mais on ne parle jamais de leur entrée. Parce que quand je vous dis que l'Union européenne fait 75% des investissements étrangers en Russie, je dirais merci Chypre. Mais Chypre, ce n'est pas des investissements chypriotes. Hein. Voilà, c'est des sociétés chypriotes, mais qui sont détenues par qui? Bon, voilà. C'est juste pour vous dire, on voit une partie du sujet, mais on ne voit pas l'autre partie. Donc, voilà. Alors, au niveau c'est vrai, la modernisation des infrastructures sera toujours un point important en Russie. C'est simple, c'est le plus grand pays du monde, donc inévitablement, il faut des réseaux de chemins de fer, de routes, de télécoms, de ce que vous voulez, d'électricité, etc. Donc, ça, c'est fondamental. Pour l'instant, les Russes, ce qu'a fait Vladimir Poutine, il a utilisé les grands événements pour bâtir ces infrastructures. Donc les Jeux Olympiques, le sommet de l'APEC à Vladivostok, là c'est la Coupe du Monde, etc. Et on voit les villes russes, etc., malgré les manques de budget et autres, investir dans la modernisation des transports urbains. Ce qui va souffrir, là en revanche, c'est la consommation. La consommation intérieure russe, vu l'effondrement du prix du rouble, va être un vecteur beaucoup moins important qu'il n'a été jusqu'à présent avec la création de cette classe moyenne, etc., dont on a tous beaucoup parlé et qui a elle-même d'ailleurs plutôt manifesté, tant soit dit, contre la personne qui l'a créée, c'est-à-dire contre Vladimir Poutine, by the way.
Donc là, c'est sûr, il va falloir localiser sa production. Je veux dire, les gens qui veulent juste exporter, il faut en tirer les conséquences. Et les gens qui veulent juste exporter, on est au bout de cette logique, sauf peut-être pour le luxe, le vraiment luxe, mais pour tout ce qui est moyen de gamme, etc., il faut localiser. Même pour les produits agricoles, je dois dire, Danone, Bonduelle ne sont pas touchés par les sanctions. Hein. Ils produisent sur place. Donc il va falloir produire. Je pense que le trend vraiment très important sur la Russie dans les prochaines années, c'est la localisation. Tobias Baumann, do you agree? Is it the same problem for German companies? Do they have to be present in the country, and do you see actually German companies leaving Russia now with the sanctions? Yeah, well, some companies have left, but not so many. If we see that we have about 6,000 registered companies or companies with German capital, German shares, then maybe from them 100 or something like that left. That's not so much. Some companies leave their operative business and they remain registered as a, I don't know, representation or something like that with a foreign trade chamber, which is a chamber business then, but not operative for the company. So they wait and see. They go out, but they come back. And thirdly, yes, of course, localization is a model, but there are some implications which are not so easy. And the first is, you need to have a stable market, and you need to have a certain number of production of outcome to make it profitable, because it's difficult still to export from Russia. So it's not a solution to go with your business to Russia as a cheap production site and then to export from there to the world. Not yet. It's still well, not saleable, so to speak, to German, I don't know, car buyers, a car made in Russia. And secondly, it's regulated from the state. So the expectations and the rules, how much localization degrees you have to fulfill to get a permission is not always easy. It's not always, and they are steadily rising. And that can lead to the fact that it might be not profitable anymore and rather lead to a delocalization than to a localization. Let's shift to another issue, the issue that is very important to Germany as well, the issue of gas exports. Do you think that today Europe is too highly dependent on Russian exports, Russian gas exports? And what do you think of the announcement by Vladimir Putin when he was in Turkey that he would finally drop the South Pass project? Is that South Stream project? Is that a big blow to to European companies in general? Well, the European companies which had been involved in the South Stream, and of course to European countries that are very exposed to Russian exports, Russian gas exports, and highly dependent on Russian gas exports. I don't think that the dependency is too big, and we see that supply is stable despite whatever allegations. It remains close to 40%, right, for Germany? For Germany, it's about 40%. And we do not rely on the South Stream project at all. We have enough pipelines. And we have to modernize maybe pipelines in Ukraine or something like that. But as for Germany, we have the Nord Stream through the Baltic Sea. It's no problem at all. But I see the tendency that, of course, more and more countries think about their energy relations. And if you look at Poland, for example, they would be able already to replace Russian imports by LNG imports, because they have a terminal now ready in Stettin. And I think this tendency will go on, also with Lithuania and other countries. D'abord, l'Union soviétique, puis la Russie, s'est toujours montré un partenaire fiable de l'Union européenne et a toujours livré les quantités voulues. Il faut quand même être... Même dans les périodes de crise diplomatique. Quel problème y a-t-il? C'est qu'il y a un pays de transit qui n'est pas un pays de transit fiable. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, les experts de E.ON, Ruhrgas, les experts de GDF Suez vous disent se mettre à un bout du tube en Russie, se mettre à la sortie de l'Ukraine. Croyez-moi, il y a de l'évaporation. Hein.
Non, et ce n'est pas de l'évaporation pour tout le monde. Ça va dans des poches ukrainiennes, bien compris. Donc il est clair qu'il y a un pays qui pompe sur le tube. C'est assez clair. Donc qu'on fasse Nord Stream d'abord, South Stream ensuite, ou via la Turquie, l'idée est quand même, justement pour la Russie, d'assumer ses obligations. Deux, il faut quand même avoir une idée, c'est que le gaz russe est un des gaz les moins chers au monde. Alors si le consommateur veut payer plus, il peut payer plus. Mais enfin, on est quand même un des gaz les moins chers au monde. Voilà. Nathalie Orlova. Je voudrais revenir sur la question de consommation, en fait, parce que c'est vrai que la Russie, c'est un grand exportateur de pétrole, mais je pense que pour un grand nombre d'entreprises européennes, ça a été aussi vu comme le grand marché de consommation. Et je pense que, justement, il y a deux réflexions là-dessus. C'est que le modèle de croissance russe, justement, c'est en train de se changer. Parce qu'on a vécu les 15 ans de croissance de consommation, donc on a l'habitude que les ménages russes ont les moyens, ou s'ils n'ont pas les moyens directs par l'augmentation de salaire, ils peuvent s'endetter parce que le niveau d'endettement est relativement faible. Mais en ce moment, avec l'augmentation d'inflation, c'est en fait la première fois que vraiment les tendances d'inflation ont beaucoup changé. On voit que c'est la population qui va payer pour cette crise. Et en plus, on a beaucoup de craintes que non seulement elle va payer pour la crise de 2014, mais elle va continuer à payer. Pourquoi? Parce que le budget, il a accumulé beaucoup d'obligations sociales. On a 140 millions d'habitants, dont on a 40 millions de retraités et 20 millions qui travaillent dans le secteur public. Donc on a quand même 60 millions d'habitants qui sont plus ou moins dépendants du budget. On a l'année présidentielle 2018, on a les obligations d'indexer au moins avec le délai à l'inflation. Donc effectivement, on va faire face à la croissance des dépenses sociales qui représente en ce moment environ 60-50% de budget consolidé. Donc c'est beaucoup. Et il est bien clair que sans l'inflation, il sera très difficile de financer ça parce que, comme vous avez dit, les marchés externes pour le budget sont fermés. Et de toute façon, la stratégie du gouvernement russe, c'était toujours de minimiser la dépendance de la dette externe. C'est pour ça qu'on a la dette externe étatique seulement de 10% de PIB, qui est très faible. On n'a pas les moyens d'augmenter les impôts, on n'a pas les moyens de diminuer les dépenses. Ça veut dire qu'accepter l'inflation relativement élevée sera le moyen pour au moins diminuer les dépenses sociales en termes réels. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de coïncidences l'année précédente avec les sanctions, les chutes du pétrole, les chutes du rouble. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup plus de questions sur la possibilité de continuer et garder ce modèle de croissance, de consommation qu'on a vu. Et deuxième chose, je pense, c'est que la crise géopolitique, ça a vraiment montré qu'on fait face à l'augmentation d'incertitudes. Donc, il ne s'agit plus de risques élevés ou pas élevés quand on analyse les projets sur la Russie. Mais on voit que tout est possible parce qu'il y a un an qui pourra dire qu'il y aura l'histoire de Crimée. C'était envisageable. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment... Et on a discuté en première session. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements dans le monde entier qui sont hors prévision. Donc, ça crée vraiment la notion d'incertitude qui change le cas. Justement, ça me donne une très bonne transition avec Thomas Gomard qui me disait, dans la préparation de cette table ronde, avec la Russie, on sort du strict cadre du risque pays traditionnel. Oui, je pense, parce qu'en fait, on a regardé la Russie essentiellement comme un pays émergent et on voulait voir ça dans les années 2000. C'était très encouragé par ce taux de croissance et on n'a pas voulu voir la politique de puissance qui était associée et qui est, à mon avis, au cœur aujourd'hui de la politique du Kremlin. Ça s'observe sur d'autres pays d'ailleurs, hein. Ce n'est pas propre à la Russie, ça s'observe aussi sur la Chine. Et il y a des indicateurs que le risque pays, à mon avis, minore, par exemple la dépense militaire. On a aujourd'hui première dépense militaire mondiale les États-Unis, loin devant la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite. Et le fait qu'un pays comme la Russie, qui a à peu près la taille économique de l'Italie, ait 3,5 de PIB consacré à sa dépense militaire, ça veut dire quelque chose. Et ça se paie à un moment ou à un autre. Et effectivement, ce qui est quand même très frappant dans ce qu'on voit avec la Russie, c'est de mon point de vue une sorte de bifurcation, si on raisonne en termes de trajectoire, et non pas d'analyse an par an sur les taux de croissance, etc. Je pense que cette bifurcation se fait quelque part en 2011, avec l'effet combiné du tour de passe-passe Poutine-Medvedev qui provoque les réactions qu'on a connues, les manifestations, un débat très vif au sein de l'appareil russe
portée par Koudrine, qui est contre cette augmentation de la dépense militaire, une interprétation très différente de ce qu'on a appelé les printemps arabes à Moscou et dans les capitales européennes, une exaspération à Moscou sur la campagne de Libye. Et à partir de là, on a un régime, à mon avis, qui se durcit, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe, et aujourd'hui qui pose effectivement beaucoup de questions sur sa viabilité. C'est-à-dire que la question qu'on doit se poser sur la Russie, c'est 2024. Quelle Russie en 2024 ? Date à laquelle Vladimir Poutine redeviendra Premier ministre. Donc on peut envisager une Russie post-Poutine, d'ailleurs ? Aujourd'hui, on ne peut pas l'envisager. Fondamentalement, on ne peut pas l'envisager parce qu'il n'y a pas du tout d'alternative crédible, et c'est voulu. C'est-à-dire qu'on a une opposition qui est cassée, au propre et au figuré, et donc il y a quand même une vraie incertitude sur 2018, c'est-à-dire ces échéances électorales, qui sont un mouvement de tension forte pour le Kremlin et en particulier pour Vladimir Poutine. Et puis si on raisonne en trajectoire, ça va donner quoi cette hostilité croissante entre l'Europe et la Russie? Et je pense malheureusement qu'il y a une forme de fuite en avant aujourd'hui de la part du régime russe, qui d'une certaine manière a besoin de ce regain de nationalisme, ça permet de faire écho avec la séance sur la Chine d'ailleurs, a besoin de ce regain de nationalisme pour détourner l'attention de sa population sur la dégradation très visible des conditions socio-économiques. Philippe Égorier. Je voudrais juste dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu un analyste non russe prévoir qui sera le prochain dirigeant russe. J'ai repris un journal, Le Point, de 1999. 1999, j'ai repris, j'ai ouvert, je l'avais chez moi. Mais écoutez, dans les listes des prétendants, il n'y avait pas Poutine. Il est venu un an après. Des gens qui étaient bons. Il n'y avait pas Poutine. Il y avait les Bièdes, il y avait... Oui, Gorbatchev était le plus jeune et d'ailleurs peut-être le plus junior 99, membre du Politburo sous Tchernenko. C'était la succession. Voilà. Donc on n'a jamais su prévoir quelle serait la prochaine direction russe. Donc là, c'est la même chose. Thomas. Cher Philippe, il y avait, comme on en parlait avant le début de la discussion, il y avait Shoigu. Non, mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est qu'il faut bien comprendre que Poutine, aujourd'hui, son sujet, c'est la trace qu'il veut laisser dans l'histoire russe. Bon. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un leader qui est en train de vriller. On peut penser le contraire, mais je peux tout à fait argumenter en ce sens. C'est que quand on est dans une fuite en avant comme la sienne aujourd'hui, je pense malheureusement que c'est annonciateur de tensions très fortes en Russie. Tobias Baumann, what's your opinion on this? Do you think there will be an alternative to Vladimir Putin, or is he there to stay? Well, I think what happens right now is a tragedy. It's not only a tragedy between Russia and Ukraine, it's also a tragedy for Russia itself. And I would rather say that the governance model in Russia is turning the country from an emerging country into a country in emergency. And I think the result will not be positive. I also do not see a short end of that crisis. I really think the internal leverages had been changed. And I even would say it's a dangerous situation. So in my perspective, we have to encounter a long period of that crisis, and I do not see any way out. Pour éviter les erreurs d'analyse, parce que, sincèrement, d'abord, on pense, les analystes européens commettent toujours la même erreur, on a l'impression que le dirigeant russe décide tout seul. C'est-à-dire, on le faisait du temps de Léonid Brejnev, de Staline, de toutes les époques, c'est pas vrai. La direction russe est plutôt collégiale. C'est-à-dire, vous avez, je dirais, un certain nombre de groupes, les régionaux, les grands barons de région, les gens des services, les silaviki, donc disons, les économiques, que ce soit publics ou privés, etc. C'est un certain nombre de groupes. Après, c'est vrai, il y a un certain nombre de grands boyards, de gens comme le président Rosneft, Shoigu ou autres, Ivanov, par exemple. Et puis, vous avez Poutine. Et Poutine, il arbitre, il est plutôt un arbitre suprême qu'autre chose. Ça, c'est la première erreur qu'on a tendance à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir personnel. Deuxième chose, c'est qu'il est prisonnier. Il y a une chose qui est assez amusante, c'est que les dirigeants russes,
quand ils prennent des décisions, comment dirais-je, qui conviennent à leur opinion publique, ça ne convient pas à l'opinion publique occidentale, et inversement. Donc on voit un Gorbatchev ou un Helsinki qui ont pris des décisions qui ont convenu aux opinions publiques occidentales et qui se retrouvent vraiment en Russie et qui ne comptent plus, je veux dire, ils sont totalement discrédités. Et puis on a en revanche Vladimir Poutine qui prend ses décisions réellement en regardant son pays, en essayant de comprendre son opinion publique, et il prend ses décisions d'abord essentiellement en fonction de son opinion publique russe. Voilà. Et il fait 83%. Oui, elle le soutient toujours, d'ailleurs, l'opinion publique russe, Thomas Gomard. Mais en fait, il y a plusieurs manières de poser une équation. Ce qui est intéressant quand il y a une équation, c'est d'enlever un facteur. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelle serait la Russie aujourd'hui sans Poutine ? Admettons qu'il ait un problème, ça ne sera pas l'Ukraine, parce qu'il y a eu en Russie une soumission symbolique de l'oligarchie qu'il n'y a jamais eu en Ukraine. Donc je pense qu'en fait, le vrai sujet, c'est ça. Est-ce qu'on est sur un trend où on pourrait se dire, Poutine disparaissant, il y aurait un régime plus conciliant avec les valeurs européennes? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une sorte d'homogénéité des élites russes pour cette tendance. Est-ce qu'il faut la qualifier de nationaliste, de patriotique? Mais du coup, c'est assez préoccupant sur la trajectoire prise par la Russie. C'est-à-dire que fondamentalement, si on cherche à se projeter en termes d'investissement, en termes de type de relation avec la Russie, il faut se préparer à avoir non pas une nouvelle guerre froide, comme c'est parfois proposé par certains médias, mais avoir des relations beaucoup plus compliquées et donc avec un investissement politique supplémentaire pour arriver à faire du business en Russie. Et c'est justement l'objet de notre dernier sondage de la journée. Vous pouvez donc à nouveau vous munir de vos iPads pour répondre à cette question qui vous est posée. À votre avis, 2015 sera-t-elle l'année de l'apaisement avec la Russie? Oui ou non? Vous avez 30 secondes pour répondre. Votre réponse, 83% non. Certains de nos panélistes vous ont donc, semble-t-il, convaincus. Voilà, 83% qui estiment donc que 2015 ne sera pas l'année de l'apaisement avec la Russie. Reste néanmoins un certain nombre de questions. On pense à l'avenir de l'Ukraine en tant que pays autonome de la Russie. Sera-t-elle d'ailleurs totalement autonome ou le Donbass sera-t-il à divers degrés attaché avec la Russie? Et plus généralement, cette question de l'union douanière. Est-ce une bonne alternative pour la Russie en termes de relais de croissance, par exemple? Nathalie Orlova. Écoutez, moi j'ai bien montré les chiffres. Pour moi, la question douanière, c'est un peu, je ne sais pas, l'illusion, le mirage. Je veux dire, effectivement, il y a beaucoup d'efforts bureaucratiques qui sont mis en place afin de forcer une croissance, mais déjà il s'agit de Biélorussie, Kazakhstan, sont des pays qui sont beaucoup plus petits que la Russie au niveau de PIB, donc je veux dire ça ne peut pas remplacer les partenaires essentiels au niveau de commerce. C'est peut-être un moyen de diminuer un peu le coût de transaction, notamment commercial, parce qu'on a beaucoup d'entreprises russes qui font le commerce, le business dans ces pays. Mais je veux dire, au niveau d'impact sur la croissance, même dans le meilleur des cas, on parlera peut-être de 0,3%, ce que je peux envisager. Mais, donc, c'est vraiment pas... Bon, je veux dire, si on raisonne aux bases près de 0, ça peut être important. Mais, oui, mais en général, je veux dire, si quand même on pense que le potentiel de la croissance russe, c'est entre 1 et 2% quand même, par an, donc même à ces chiffres-là, qui sont assez faibles, ce n'est pas très important. Et en plus, comme je dis, pour moi, ça crée surtout l'effort bureaucratique plus que l'effort de business d'en tirer des avantages. Tobias Baumann, do you think that Eurasia and the trade union with its neighbors can compensate for Russia the loss of existing trade or existing trade opportunities with Europe and Western countries? Do you think that a trade union between Russia and its regional neighbors can somewhat compensate for the impact of the sanctions? No, I fully agree with Natalia because the figures are quite clear. So you have the size of the whole customs union is about the GDP of Germany. And
they have 12% of all trade is among the custom unions partners from 2013. You have 40% hydrocarbon-based trade, which is not really valuable in our terms of what is a trade union. And so technically, also in terms of technology and the needed imports, of course, that cannot replace the European Union and European partners for development and modernization. Philippe Égorier. Je vais donner un éclairage un peu différent, même si je suis assez d'accord macroéconomiquement. Néanmoins, bon, nos membres, les membres de l'association du business européen en Russie, nos 620 membres, en fait, sont surtout des investisseurs en Russie. Et je vais vous dire, pour les investisseurs en Russie, les gens qui produisent en Russie, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient locaux, c'est quand même, si ces 3-4 pays maintenant avec l'Arménie, c'est pas le sujet trop, l'Arménie, arrivent à mettre en place la libre circulation des biens, donc des marchandises, des personnes, des capitaux, etc., c'est que ça va quand même nous simplifier les choses. D'abord, on aura un plus grand marché. Il faut voir quand même le Kazakhstan est quand même le deuxième marché de la CEI après la Russie. Donc, on aura un plus grand marché, on aura un plus grand accès à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre biélorusse, notamment, ou russe, est assez qualifiée. Quand vous avez une usine au Kazakhstan, alors mes collègues d'Alstom qui ont mis une usine à Astana, ils sont très contents de pouvoir inviter des ingénieurs russes ou biélorusses, parce qu'ils n'en trouvent pas beaucoup au Kazakhstan. On a un plus grand accès aux fournisseurs. Idem pour mes collègues, de trouver des fournisseurs kazakhs, ça leur était un peu compliqué. Sans parler des délais de dédouanement, etc., donc où l'on tombe à zéro, puisqu'il n'y a même plus besoin de... Donc tout ça est assez positif. On y est sur place, en tous les cas, les entreprises qui ont investi sur place sont relativement favorables. Alors ça ne remplace pas les liens avec l'Union européenne, etc. Ça, on en est bien d'accord, c'est clair. Mais néanmoins, c'est assez favorable pour les gens qui ont investi sur place. Mais est-ce que la Biélorussie et le Kazakhstan eux-mêmes ont intérêt à cette union douanière ? Je pense que c'est exactement ce que vous dites, que Biélorussie et Kazakhstan, ils ont intérêt parce que ce sont les économies beaucoup plus petites et eux, peut-être, ils vont bénéficier. Mais si on raisonne de la part de Russie, Kazakhstan, c'est le pays qui est relativement pareil qu'en Russie. Je veux dire, c'est aussi pays exportateur de pétrole. Donc, on est bien d'accord que Kazakhstan pourra bénéficier du personnel qualifié russe. Mais je veux dire, pour la Russie, c'est compliqué tout simplement parce que Kazakhstan... Et Biélorussie, c'est le pays qui est très dépendant de Russie toujours, au niveau des subventions. Donc pour la Russie, honnêtement, et je pense que meilleure illustration, c'est que si vous regardez les chiffres de commerce entre Russie et les pays de l'Union douanière, c'est toujours 6-7% de commerce. Ça n'a pas augmenté pendant les années précédentes. Non, mais là, pour le Kazakhstan, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, j'avoue. Ça permet à la Russie de garder le Kazakhstan dans son orbite et non pas dans l'orbite chinoise. Je crois qu'il faut le voir aussi, toujours en un phénomène de puissance. Avec la Russie, il faut toujours voir les questions de puissance. Je crois que c'est très important pour la Russie de garder le marché kazakh, où il y a un certain aussi des débouchés pour ses produits. Donc je crois quand même que c'est assez stratégique pour la Russie. Encore une fois, ça ne remplace pas l'Union européenne, on en est bien d'accord. Mais stratégiquement, je crois que c'est assez important. Thomas Gomard, ces pays d'ailleurs, Kazakhstan, Biélorussie, est-ce qu'eux sont inquiets, d'après vous, de l'expansionnisme russe ? La Biélorussie, Loukachenko a été très proche de Poutine au moment de son arrivée au pouvoir. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Il l'exprime très différemment et très prudemment. C'est-à-dire que quand on essaie ce qui est mon métier, d'être très pessimiste et d'envisager les cas de figure les pires, je dirais, les worst scenarios, il y a un projet qui a été formulé à plusieurs reprises, qui est d'ailleurs lié à ce concept de Novorossiya, qui est une sorte de grande Russie avec le nord du Kazakhstan, incluant la Biélorussie et la partie orientale de l'Ukraine. Et ça, c'est très bien compris. Le président Nazarbayev a exprimé ses inquiétudes, alors même qu'effectivement, il y a une étroitesse des liens entre Astana et Moscou depuis longtemps. Le problème de ces deux pays, c'est que ce sont là aussi deux régimes où les leaders sont en place depuis 1991. Donc, quelle relève après Nazarbayev, qui est aussi le concepteur de cette idée eurasienne très, très fumeuse en réalité. Et quant à Loukachenko, il est plus connu pour ses foucades que, je dirais, sa constance. Donc là aussi, je pense que ça peut être vu de manière positive comme une manière de stabiliser la zone.
Il y a une dimension très géopolitique dans la démarche. J'insiste sur le fait que, à mon avis, une partie de ce qui s'est passé en Ukraine vient du fait qu'on n'a absolument pas accordé d'intérêt à cette construction. J'en prends pour preuve, j'ai organisé un séminaire en juin 2012 à Berlin avec l'ASIEF maintenant sur les listes des personnes qui ne peuvent plus rentrer dans l'Union européenne sur ce thème Union européenne, Union asiatique. J'ai réussi à intéresser des entreprises, mais je n'intéresse pas du tout la puissance publique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un non-sujet. Donc là, on a probablement raté, je dirais, un cadre d'échange avec la Russie. Donc on peut le voir de manière positive comme une manière d'essayer de stabiliser, on peut le voir aussi comme une manière beaucoup plus inquiétante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question quid, le lendemain de la mort de Nazarbayev, et celle de Loukachenko, on est bien en peine de répondre. Vous voulez dire qu'il y a un manque d'intérêt en Occident même de la manière dont la Russie est organisée avec ses voisins ? Il y a très clairement eu un désintérêt pour ce projet d'union douanière qui n'est pas nouveau, qui était un projet déjà formulé en 2003 par Poutine, c'est-à-dire qu'il voulait faire un espace à 4 avec l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie, et ça s'est fracassé sur la révolution orange de 2003-2004. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, parce que le fond de l'affaire pour la Russie, c'est un problème d'échelle. L'économie russe, c'est à peu près la moitié de l'économie franco-allemande, et c'est devenu un 5e de l'économie chinoise. Bon. Et donc, un 8e, comment occuper en fait cet espace? Et donc, il y a un besoin d'intégration régionale, mais en même temps, c'est une intégration régionale qui est vécue par les pays concernés comme une très forte domination russe. Et du coup, toute tentative d'autonomisation est vécue comme un rapprochement avec l'OTAN ? Ils ne peuvent pas, non, ça, rapprochement avec l'OTAN, sûrement pas. Ça a été le cas, par exemple, avec la Géorgie, dans la perception qu'on a eu la Russie. Oui, encore que c'était quelque chose qui était probablement beaucoup plus, sur lequel il y avait beaucoup plus de discussions en interne, en Géorgie comme en Ukraine, d'ailleurs, qu'on a bien voulu le dire en Occident. Mais des pays comme le Kazakhstan, où c'est moins le cas de la Biélorussie, mais un pays comme le Kazakhstan, à mon avis, fait preuve d'une très grande prudence à l'égard de Moscou aujourd'hui et de ses partenaires occidentaux. Il est sur une sorte de ligne de crête. Voilà, il est temps, je crois, de mettre un terme à cette table ronde. Merci beaucoup, merci à vous d'y avoir participé. Merci Nathalie Orlova, merci Thomas Baumann, merci Philippe Pégorier et merci également à Thomas Gomard. Je vous invite à regagner vos places. Voilà, on arrive au terme de cette journée de colloque. Je vous demande juste un dernier instant d'intention, d'abord pour vous remercier d'y avoir participé à cette journée du colloque COFAS 2015. Je vous indique également que le guide risque pays vous sera remis à la sortie de la salle en français ou bien en anglais si vous en faites la demande. Quand je dis à la sortie de la salle, c'est en fait à la sortie de l'enceinte dans laquelle nous nous trouvons du Carousel. Les notes que vous avez prises dans ces iPads, elles vous seront transmises par email si vous avez communiqué vos emails, ce qui vous permettra de garder la trace de tout ce que vous avez noté dans le cadre de cette journée. Je vous demande de bien vouloir remettre vos casques cette fois juste à la sortie de la salle aux hôtesses, les casques de traduction. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier à nouveau et à vous souhaiter une très bonne année 2015. Merci encore.